Il y a aujourd'hui très clairement un intérêt renouvelé pour la question de l'agriculture et de l'alimentation, mais il y a en même temps une concurrence entre les acteurs qui veulent s'emparer de ce dossier. D'un côté, on a le G8, le G20, les grandes puissances économiques qui prétendent dicter l'agenda international. D'un autre côté, on a des forats comme le Comité de la sécurité alimentaire mondiale à Rome, qui est beaucoup plus représentatif et inclusif des pays en développement. Et ceci est important, pourquoi? Parce que les grandes puissances industrialisées, les grandes puissances agricoles, au fond, ont une conception de l'agriculture qui voit l'avenir de l'agriculture comme étant caractérisé par une industrialisation croissante qui, au fond, consiste à reproduire le modèle qui a été celui dominant des pays riches depuis le début du XXe siècle. Or, pour les pays en développement à dominante agricole qui ont encore en leur sein 70-80% des personnes qui travaillent ou dépendent de la petite agriculture familiale, c'est un autre type d'agriculture qu'il faut favoriser et c'est un autre type d'investissement qu'il faut réaliser. Je constate aussi que certaines des priorités qui sont aujourd'hui définies comme devant être suivies à l'échelle mondiale sont des priorités qui servent principalement les intérêts du secteur privé, de l'agro-industrie, que ce soit les fournisseurs d'engrais, que ce soit les fournisseurs de pesticides ou de semences, sans que l'on réalise véritablement le risque d'une dépendance accrue des petits agriculteurs par rapport à ces firmes très concentrées, mais qui sont localisées dans les pays industrialisés. Et donc, le débat n'est pas simplement symbolique de la représentation, c'est aussi un débat quant au mode d'agriculture qu'on veut privilégier et quant au type de dépendance qu'on veut encourager ou au contraire dont il faut se méfier. Toutes les études dont nous disposons montrent que les petits paysans, l'agriculture familiale, est plus productive que l'agriculture agro-industrielle. Simplement, on mesure trop souvent la productivité en examinant le nombre de personnes nécessaires à produire une tonne de céréales. Et cette mesure-là de la productivité est une mesure qui n'est pas en faveur des petits paysans, parce qu'ils pratiquent un type d'agriculture qui exige la main-d'œuvre, mais qui en même temps produit davantage par surface cultivée et qui permet surtout de contribuer au développement rural, à l'augmentation des revenus dans les campagnes et donc à la réduction de la pauvreté rurale. En d'autres mots, les petits paysans, la petite agriculture familiale dans les pays en développement rend tout un ensemble de services qui ne sont pas suffisamment récompensés, qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans la manière dont les priorités sont définies. Le Brésil est un pays qui a fait des progrès remarquables en matière de lutte contre la malnutrition, notamment des enfants, depuis 15 ans. Et principalement, ce qui a servi à ces progrès, ce sont des programmes sociaux tout à fait remarquables et c'est le soutien à la petite agriculture familiale, ce qu'on appelle là-bas l'agriculture familiale. Le Brésil a deux ministères. Il y a un ministère de l'Agriculture qui sert les grands propriétaires terriens, les grands facienderos qui exportent sur les marchés mondiaux, et le ministère du Développement rural qui soutient, lui, la petite agriculture familiale. Ce sont des budgets différents, ce sont des lignes de crédit différentes, ce sont des politiques différentes, et 80% de la population brésilienne est nourrie non pas par l'agro-industrie, mais par l'agriculture familiale locale. Le Brésil a donc suggéré cette coexistence entre deux types d'agriculture qui servent des marchés différents, qui d'ailleurs produisent des choses différentes et qui sont en concurrence. Mais cette concurrence est gérée par le Brésil de manière, je crois, très intelligente. Aujourd'hui, il y a un intérêt renouvelé pour l'agriculture et l'alimentation et beaucoup d'investisseurs se pressent pour offrir des solutions. Soyez attentifs au fait que le secteur privé a une influence très importante dans la manière dont l'agenda politique est défini sur ces questions. Et en particulier, nous avons une situation où les gouvernements, n'ayant pas les budgets requis pour compenser 30 années de sous-investissement dans l'agriculture, ils sont obligés de faire appel à des firmes du secteur privé pour relancer les efforts qu'il faut relancer pour l'agriculture. Le grand danger, c'est que, sous prétexte d'attirer l'investisseur privé, les gouvernements leur abandonnent le soin de définir les priorités et l'agenda à poursuivre. Et c'est une grande difficulté dans laquelle se trouvent les pays en développement que de ne pas pouvoir compter sur eux-mêmes et sur des budgets qui sont les leurs, les budgets publics, et de devoir compter sur le secteur privé puisqu'ils sont alors obligés d'accepter que les priorités soient fixées par ce secteur. Il y a de quoi s'inquiéter.